Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons aborder cette cinquième table ronde. Je vais assumer la frustration de ne pas pouvoir présenter, comme j'aurais souhaité, les qualités de nos intervenants, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être ici. Après toutes ces analyses et ces observations, ces constats, on va approcher un peu plus l'action, le comment faire pour faire progresser les choses, comment l'éducation, l'économie et le droit peuvent-ils contribuer à la paix qui nous importe tant et pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Alors, pour planter le décor, je citerai Goethe qui nous dit « L'esprit me secourt enfin, je suis tout à coup inspiré et j'écris consolé. Au commencement était l'action. » Et on va avoir ici des interventions de personnes qui agissent. Alors, le premier de nos intervenants, c'est Charles Benoît Hetzig. Alors, les bios, vous les avez, les fameuses bios, vous les avez dans le document. Mais en échangeant avec lui avant, quand même, déjà très jeune, il travaillait à la co-construction, il va nous en parler. Et tout ce qui est frontières et liens, c'est quelque chose qui le concerne de près. Et la notion de citoyen du monde m'a interpellé dans son propos. Donc, mon cher Charles Benoît, comment donc cette co-construction qui vous tient tant à cœur peut-elle contribuer à la paix et même à la fraternité? À vous la parole, vous avez 12 à 15 minutes, grand maximum. Bonjour à toutes et tous, j'ai bien compris 12 à 13 heures, donc je crois que nous sommes tous prêts pour cela. Non, peut-être pour commencer, qu'est-ce que la co-construction du bien commun? C'est tout simplement la capacité à répondre ensemble là où aucun d'entre nous ne peut faire seul. C'est donc bien évidemment une réponse à articuler avec la gestion de l'intérêt général qui, elle, est bien évidemment l'apanage des institutions qui étaient légitimées comme telles. Trois peut-être points pour pouvoir comprendre aujourd'hui où nous en sommes du sujet. Un état des lieux en France de cette co-construction du bien commun. Deux, quels en sont les impacts et pourquoi est-ce qu'elle a progressé ces 20 dernières années. Et trois, quelles sont les conditions pour que le 17e objectif de développement durable, celui du construire ensemble des solutions, vienne rejoindre le 16e, c'est-à-dire celui de la paix et des institutions efficaces, puisque je rappelle que ces deux objectifs sont liés. Alors peut-être un état des lieux en France. Depuis 2008, avec la Caisse des dépôts, nous avons créé l'Observatoire des partenariats pour comprendre le mouvement de co-construction en France, comment nos concitoyens, les élus locaux, les dirigeants d'associations, les dirigeants d'entreprises construisent le monde qui est le nôtre et surtout celui qui sera demain. Pour cela, nous étudions 16 domaines de fragilité, 10 profils d'acteurs et sur 5 échelons territoriaux. Commençons par les fragilités. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il serait aberrant de traiter chacune des fragilités isolément. Et d'ailleurs, que ce soit nos concitoyens, c'est-à-dire nous-mêmes, que ce soit les élus locaux, que ce soit les dirigeants d'associations et d'entreprises, le fait que ces fragilités s'entrechoquent et qu'il faille aujourd'hui les appréhender de façon systémique semble être un consensus assez nouveau. Et peut-être rappelons-nous que en 2015, lorsque l'agenda 2030 des Nations Unies a été signé, c'est la première fois qu'il y avait un agenda systémique daté 15 ans et qui permette de répondre avec des éléments chiffrés. Première dans l'histoire de l'humanité, et nous comprenons bien à quel point il serait aujourd'hui assez aberrant de vouloir traiter les questions économiques dans un sens, les questions environnementales dans un deuxième et les questions sociales dans un troisième. Tout cela n'a pas de sens. Il faut un cap et un cadre commun. Et l'agenda 2030 nous le donne, que ce soit à l'ONU ou dans n'importe lequel de nos territoires. Le deuxième élément, c'est justement cette notion de territoire. Et peut-être qu'il est intéressant de rappeler qu'elle comporte deux dimensions. Le territoire où on pense le monde, avec un E, qui est celui du droit, et celui où on pense le monde avec un A, qui est celui de l'action. Et pourquoi le territoire est essentiel aujourd'hui pour trouver des solutions concrètes face à notre défi commun? Pour trois raisons. Tout simplement parce que c'est l'intérêt général à portée de main. C'est-à-dire là où je peux agir, là où je peux me sentir utile, là où je peux me référer en commun avec d'autres.
Le deuxième élément essentiel pour comprendre le territoire, que ce soit le quartier, la région, la nation, l'Europe ou le monde, c'est que c'est un lieu d'expérimentation. Or, on ne trouve pas des solutions hors sol. Et qu'il est bien indispensable aujourd'hui de tester des réponses face aux transitions qui sont devant nous de façon extrêmement concrète. Et pour ne prendre que notre pays, la réalité n'est pas exactement la même à Paris et Marseille, et encore moins à Montargis, Limoux ou Saint-Benoît de la Réunion. Et donc cette prise en compte de la diversité de nos territoires, de cette richesse de la diversité des territoires pour expérimenter des solutions nouvelles, est un élément déterminant. La troisième raison pour laquelle le territoire est un élément déterminant, c'est que bien évidemment, c'est un espace de confiance. C'est là où je peux prendre le risque de l'autre différent et où je peux prendre le risque de sortir de l'entre-soi pour pouvoir faire de l'entre-tous. N'est-ce pas là la définition même de l'intérêt général? Et donc, observer ce qui se passe sur le terrain, concrètement, est un moyen de regarder comment nous sommes en cours de construction d'un XXIe siècle plus solidaire, plus durable et sans doute plus fraternel. En tous les cas, l'avenir nous le dira. Alors la troisième dimension, c'est bien évidemment celle des acteurs, la transformation des acteurs. Et là, trois bonnes nouvelles. D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que les entreprises, les acteurs économiques sont déjà à l'œuvre. Si elles étaient en 2015, 36% à mettre en œuvre des partenariats dits sociétaux pour pouvoir répondre aux défis communs, réconcilier économie et intérêt général, elles sont 57% aujourd'hui. Et donc on voit bien que la question n'est plus faut-il faire alliance pour répondre à nos défis de société, mais comment le faire? Deuxième bonne nouvelle, l'étude qui a été rendue publique au Salon des maires montre que si 25% des maires en 2020 considéraient que leur territoire était dans une dynamique de co-construction pour réduire les fragilités, pour inventer de nouveaux équilibres socio-économiques durables, nous en sommes à 42% des territoires qui sont dans cette dynamique-là. On voit bien à quelle rapidité cette progression avance. Alors pourquoi elle n'est pas visible? Tout simplement parce qu'elle est justement territorialisée et que nous avons l'habitude, surtout en France, de ne regarder que les dimensions nationales, voire internationales, et d'oublier que c'est sur le terrain, concrètement, que se construit l'avenir. Et sur cette première partie, je voudrais finir en disant que c'est bien ce que nos jeunes, ceux avec lesquels nous devons construire l'avenir, nous demandent, puisque 71% d'entre eux considèrent effectivement urgent de jouer collectif pour inventer concrètement sur les territoires des réponses qui correspondent à leur réalité, c'est-à-dire à notre réalité. Alors, deuxième partie, pourquoi et finalement comment peut-on regarder les impacts concrets de cette capacité à inventer ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire seul? Bien, les travaux de recherche, qui maintenant ont plus de 18 ans, le rameau a été créé en 2006, qui partent de la réalité de terrain, a pu qualifier, et les études de l'Observatoire des partenariats, je tiens à saluer Anne Robin, la directrice scientifique des études que nous partageons avec l'Observatoire des périls planétaires, a pu mesurer par la suite, montre trois impacts extrêmement concrets. D'abord, celui de performance. Celui de capacité à réinventer des modèles socio-économiques plus durables. Et ce qui est très intéressant dans l'expérimentation de l'Alliance, c'est qu'elle fait passer de la dualité richesses humaines, ressources financières, historiquement parlant, celle qui a marqué le XXe siècle, capital-travail, d'une troisième dimension, d'un troisième pilier, c'est-à-dire de lien avec son écosystème. Parce que qu'est-ce que serait la performance s'il n'y a pas de pertinence? Et donc, ça oblige chacun des acteurs, chacune des organisations, tel un troisième pilier, à s'assurer qu'elle est en cohérence avec son écosystème.
Et ça, c'est nouveau. Sortir du regard de son propre nombril, de sa propre performance, pour regarder si on est en cohérence avec le premier kilomètre des besoins, c'est-à-dire celui de son écosystème, fait renaître finalement une notion d'équilibre socio-économique nouvelle, c'est-à-dire de revenir au sens premier de l'économie, l'équilibre de la maison. Le président de la République française, en 92, Jacques Chirac, avait dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que nous regardions nos équilibres socio-économiques un peu différemment et que nous ayons l'intelligence de comprendre qu'un modèle socio-économique n'est pas une logique budgétaire et qu'à ce titre, il serait bon que les acteurs publics nationaux n'oublient pas que nos territoires sont les lieux de construction de la richesse et non pas de la cause d'un déficit qu'ils ont eux-mêmes créé. Toute réalité serait purement fortuite, mais le Premier ministre actuel s'est quand même excusé au Salon des maires, devant les maires, la semaine dernière, et il était de bon ton de le faire. Deuxième point, l'innovation. L'innovation, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas la construire seul. Par définition, l'innovation, c'est de faire ensemble. Et qu'elle soit sociétale ou qu'elle soit territoriale, elle est essentielle devant nous. Il se trouve que vous avez organisé les 10 ans d'IDN le jour même où nous fêtons, comme tous les ans, depuis 37 ans, la solidarité française qui fait en sorte que nous avons pu sortir tous ensemble de la Covid en 2020. Souvenez-vous, c'est loin déjà, mais c'est tellement proche. Souvenez-vous que c'est parce que il y a 70 ans, des femmes et des hommes qui voyaient mourir leurs enfants, on dit qu'ils ne les sauveraient pas, mais qu'un jour, peut-être, et sans doute, ils éviteraient à d'autres parents de vivre ce drame, de voir mourir des enfants avant 18 ans. Ils y ont cru, ils ont emmené la France avec eux, et tous les ans, depuis 37 ans, la contribution au Téléthon fait en sorte qu'avec les 3 milliards d'euros qui ont été levés grâce au Téléthon, nous sommes devenus leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires. Si ça, ce n'est pas de la co-construction du bien commun, si ça, ce n'est pas de la contribution à l'intérêt général, alors je ne sais pas ce que la générosité des 5 millions de Français qui chaque année se mobilisent veut dire, et peut-être que c'est parce que nous l'avons oublié que nous avons oublié ce qu'est l'innovation. Mais cette innovation, aussi structurante soit-elle, elle est aussi sur nos territoires. Parce qu'on n'a pas besoin de transformer le monde comme l'AFM est capable de le faire pour pouvoir transformer notre proximité. Et cette innovation territoriale, elle est essentielle, et peut-être tout aussi essentielle, parce que finalement, transformer un village, être capable de garder la dernière épicerie, être capable de garder l'école, c'est tout aussi important que de pouvoir trouver les vaccins qui permettent à nos enfants de ne plus mourir avant 18 ans. Et peut-être que cette innovation territoriale, telle que la Fondation des territoires l'a définie dans la note qui sera publiée mardi prochain dans la Giving Tuesday, c'est une capacité à réconcilier justement l'économie dont nous parlions avec l'intérêt général, c'est-à-dire la capacité à chacun d'entre nous d'être contributeur à notre avenir en commun. Et ça nous amène au troisième impact, peut-être le plus important de la co-construction, celui de la confiance. La confiance, elle se donne. Mais la confiance, elle se prouve. Et donc, au-delà des règles et des normes, au-delà des grands discours, la capacité à agir au plus près de nos territoires, à agir au quotidien, est une façon totalement déterminante de pouvoir nous donner confiance dans l'avenir et, devrais-je le dire, nous redonner confiance dans l'avenir. Parce que si nous continuons à avoir les discours qui nous donnent le sentiment que la fin du monde est déjà là, il ne faut pas s'étonner que 31% de nos jeunes pensent que 2050, c'est la fin du monde. Pas la fin d'un monde, la fin du monde. Quel pays dit civilisé peut accepter de donner la désespérance à ces jeunes au point qu'un tiers d'entre eux pensent qu'il n'y a pas d'avenir en commun? Nous devons nous réveiller, nous devons agir au quotidien et montrer que oui, il est possible de dialoguer, même d'agir, avec son pire ennemi. Parce que c'est bien ça l'intérêt général. C'est de savoir dépasser ses propres valeurs,
dépresser ses propres capacités à construire finalement sa propre vision pour accepter de pouvoir faire ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire seul. Et dans ce cadre-là, réouvrir les dialogues, être en capacité de pouvoir ne pas être d'accord, de pouvoir avoir des dialogues en contradiction. Il faut que nous revenions à une capacité de dispute philosophique, sans laquelle il n'y a pas d'avenir. Alors je conclurai avec 3 mots qui me semblent essentiels. Le premier, c'est « avec ». Cessons de vouloir faire pour, faisons avec les autres et principalement inventons avec les jeunes qui le demandent, qui sont prêts à le faire, l'avenir de demain. Le deuxième, c'est partons du premier kilomètre des besoins et non pas du dernier kilomètre des solutions. Sortons de nos arrogances en croyant avoir trouvé des solutions pour accepter de partir à la rencontre de la diversité des besoins. Et enfin, et j'en finirai par là, le plus important est sans doute de retrouver la valeur du temps. Parce que oui, nous le savons tous, le temps est crucial et le temps de gestation est important. Si nous voulons une souris, il faut 21 jours, un éléphant, 24 mois. Et nous, on est à peu près entre les deux. Nous n'aurons pas une transformation d'un 21e siècle plus solidaire et durable en croyant que nous pouvons le faire dans l'immédiateté. Retrouvons le sens et la valeur du temps long. Merci. Merci beaucoup, Charles Benoît. Un exposé très large qui nous emmène loin et qui nous donne envie d'agir. Alors, sans transition, à votre droite, il y a Florence Prevandier. Florence, vous allez nous parler, pour le coup, vous aussi, vous connaissez bien l'importance de l'action en tant que citoyenne, une expérience solide à ce sujet. Et puis, vous m'avez dit, vous pensiez faire l'importance de faire ce que je peux en fonction de ce que je suis. Et vous avez à cœur les ODD, les fameux ODD des Nations Unies. Alors, malgré la situation actuelle qu'on a décrite depuis ce matin, je vous sais enthousiaste à vouloir agir alors vers un monde plus juste, plus durable. Quelles sont vos idées à ce sujet? Merci. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. En vous regardant, je prenais le temps, pendant que Charles Benoît parlait, de vous regarder individuellement en me disant mais qu'est-ce que je peux leur dire qui peut les toucher et que l'on peut partager? Alors, juste pour me présenter, j'ai un parcours en entreprise, dans l'humanitaire. J'ai été parlementaire. Aujourd'hui, je travaille au Quai d'Orsay sur les coopérations franco-arméniennes. Et oui, j'œuvre sur la paix, notamment en essayant de nouer des partenariats économiques. Parce que quand dans un pays, on a des abricots secs et dans l'autre, on a des énergies fossiles, par rapport à cette notion de paix, on n'a pas du tout les mêmes armes pour combattre. Ça, c'était mon petit préambule pour rentrer dans le sujet. Et oui, en vous regardant, je me suis dit, on va redescendre sur Terre, à hauteur d'enfant. Et je vais vous raconter une histoire, mais je voudrais vous parler d'une roue que nous nous évertuons à réinventer, qui pourtant avait tous les atouts pour nous permettre d'œuvrer pour un monde plus juste et plus durable. On a entendu parler de plusieurs rayons de cette roue ce matin, le 16e rayon, qui est celui de justice et de paix, le 17e rayon, dont Charles Benoît a encore parlé à l'instant, qui est celle de faire alliance, de créer des coalitions pour œuvrer de concert. Mais visiblement, cette roue, on l'a un peu mis de côté. Et pourtant, ces 17 ODD qui ont été adoptés en 2015 constituent un programme de développement durable que la France, ainsi que 192 autres pays membres de l'ONU, se sont engagés à atteindre à horizon 2030. Je fais un petit récap. Je vous redonne quelques notions. Ces objectifs qui composent l'agenda 2030 sont universels, en s'appliquant à tous les pays de la même manière, transversaux, en abordant l'ensemble des thématiques du développement durable, interconnectés, car l'atteinte d'un objectif est pensée en fonction de ses impacts positifs et négatifs sur les autres objectifs. Je fais juste une petite pause. Comment penser la paix dans un monde où les hommes et les femmes ont faim, n'accèdent pas à de l'eau potable,
sont pas éduqués, où où l'égalité des genres n'est pas respectée, etc., etc. Je continue, structurant parce qu'ils permettent de construire une stratégie globale en conciliant des objectifs contradictoires. Et enfin, ils sont collaboratifs. C'est une grammaire commune aux États, mais également à tous les acteurs de la société civile. État, entreprise, territoire, c'est pas société civile, mais il y a plein de gens de la société civile sur les territoires, associations, think tanks, citoyens. L'ambition des ODD est de ne laisser personne de côté. Ils se subdivisent en 169 cibles et 232 indicateurs. Loin de se limiter à l'écologie, ils intègrent les 3 grands piliers du développement durable, économie, écologie et sociale. Et on pourrait mettre la paix en lien avec le social. Maintenant, la petite histoire, c'est que c'était plutôt bien parti. Les ODD, les pays du Sud, les pays du Nord s'en étaient emparés. Et puis, patatras, la crise du Covid, les polycrises qui se juxtaposent. Et si on regarde le dernier rapport fait sur le sujet en juin dernier, on est à peu près en régression sur tout. Excepté, alors il y en a quelques-uns. Bon, si je suis positive, je dis il y en a 17% qui progressent, mais c'est surtout qu'on a plus de 83% ou 83% qui régressent. Les inégalités augmentent, les disparités croissent, la faim augmente, l'extrême pauvreté augmente, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été évoqué ce matin quant au fait que ces situations engendrent des comportements dogmatiques, extrémistes, voire génocidaires. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est que l'état du monde et l'état des lieux n'est pas super encourageant. Et pourtant, moi, je connais j'ai identifié un certain nombre de pays. Alors oui, comment je les ai identifiés, c'est qu'à une époque, j'ai fait un rapport pour le Premier ministre sur le sujet parce que ça me passionnait. Et donc, j'ai fait un rapport pour évaluer de quelle façon les ODD sont mises en œuvre de façon multi-échelle, multi-acteurs. Et donc, depuis, je suis le sujet parce que toutes et tous, on peut s'en emparer. Et donc, pour vous dire que, voilà, malgré un état des lieux qui n'est pas très réjouissant, il y a plein d'initiatives juste incroyables, extrêmement positives, que ce soit au niveau de pays qui continuent à progresser de façon excessivement positive, que ce soit au niveau d'entreprises, que ce soit au niveau de territoire, que ce soit au niveau de collectifs qui se créent. Et en fait, je voulais vous raconter l'histoire d'un collège. Parce qu'on va passer de l'éducation à la jeunesse. Et je pense que dans cette histoire, c'est fondamental aussi d'embarquer nos jeunesses pour qu'elles puissent s'emparer des sujets dont on s'est mal emparé, j'avoue. Il s'agit d'un collège qui se retrouve entre Metz et Nancy. Il s'appelle le collège Vincent Van Gogh. Ils avaient déjà une approche qui était soutenue par l'UNESCO. Et puis, quand les ODD sont arrivés, bon, je vous la raconte façon histoire, hein, c'est pas exactement comme ça, mais ils ont décidé de s'en emparer. Mais quand je dis ils ont décidé de s'en emparer, alors l'initiative est venue du principal du collège. Et quand je dis ils ont décidé de s'en emparer, les professeurs s'en sont emparés, les élèves s'en sont emparés, les personnels s'en sont emparés, les parents d'élèves s'en sont emparés, la communauté autour s'en sont emparés. Et ils ont commencé à travailler sur les différents ODD. Alors ça s'est traduit au début, on a les éco-délégués qui travaillent sur le tri des déchets, sur comment mieux s'approvisionner, sur moins consommer d'électricité, sur comment mieux s'entraider. Et il y a eu comme ça, tu parlais du Téléthon, sur comment effectivement avoir plus de solidarité par rapport à des jeunes qui avaient moins d'avantages sur le territoire, à travailler avec des acteurs du territoire. Et curieusement ou pas, dans ce collège, il n'est pas unique, hein, il y a moins d'absentéisme des profs, il y a moins d'enfants malades, il y a moins de déchets à la cantine. Les gamins des classes Ulysse sont parfaitement intégrés et ils ont toute leur place dans l'ensemble. Les parents sont impliqués dans la vie associative et ça rayonne tranquillement sur la commune.
Et ils continuent parce que depuis que je les ai rencontrés, on se quitte plus, ils ont une web radio, ils continuent à témoigner et à rayonner. Et pourquoi je voulais vous parler de cet exemple? Parce qu'effectivement, même si à un niveau macro, si à un niveau mondial, il y a matière à être excessivement inquiet, il y a des initiatives, comme dans ce collège, où finalement, quand on s'empare des ODD, mais de façon aussi systémique, c'est-à-dire on les prend, non pas, on ne fait pas du picking, mais on se dit, voilà, ils sont interconnectés. Alors parfois, quand je fais bien sur l'un, forcément, ça a un impact négatif sur l'autre. Et donc, comment je recrée des équilibres? Et puis, il y a aussi cette approche, je commence à travailler au niveau de ma classe, au niveau de mon collège, et ça rayonne finalement sur un territoire. Et donc, voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ils sont hyper mal en point, les ODD. Le gouvernement les a laissés tomber. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de territoires, ça a été dit ce matin, qui les ont bien en tête. Et même s'ils les mettent pas en œuvre de façon aussi formelle que la façon onusienne le prévoit, ils s'en emparent. Et moi, je crois véritablement que la paix aussi, elle émergera des racines qu'on sera en capacité de nourrir au niveau des territoires. Et donc, je voulais vous parler de ces ODD parce que si vous ne les connaissez pas bien, je vous invite véritablement à les regarder de plus près et à vous poser la question dans vos universités, dans vos associations, dans vos entreprises. En gros, en quoi ça pourrait vous aider c'est des outils, c'est des objectifs, ça peut donner une méthode, à véritablement envisager les sujets de façon globale, avec de la hauteur, sans laisser personne de côté. Et puis, il est quelle heure? Il me reste quoi? Parfait, j'ai une petite conclusion à partager avec vous. Elle n'est pas de moi. C'est une pensée de Pierre Teilhard de Chardin que j'ai captée il y a quelques semaines. Alors, je l'ai déjà partagée il y a 15 jours. Mais je la repartage aujourd'hui avec vous. L'humanité partage tous les jours des informations, des connaissances et des idées. Cela crée autour de la Terre une couche pensante que Teilhard appelle la noosphère. Cette noosphère devrait permettre un jour d'établir une union entre les peuples, une pensée collective, voire une conscience planétaire. C'est alors que le mal, banal ou pas, là ça c'est un clin d'œil à Hannah Arendt, celui que les humains se font à eux-mêmes et entre eux, s'éloignerait de leur réalité sur une planète en paix. Merci beaucoup. Merci Florence. Nous voilà donc, vous voyez, on prend de plus en plus de large, de hauteur pour la mise en œuvre concrète dans l'action, dans les territoires, aux côtés des gens, des jeunes, de tout un chacun. Alors, notre troisième intervenant, il est à la gauche de Charles Benoît. Donc, Dominique, cher Dominique, tu vas nous parler... Dominique a fait le choix de nous offrir d'abord l'essentiel du propos qui est son domaine d'expertise, au travers d'une petite vidéo. Il a dit qu'il respecterait son temps de parole après, et je n'en doute pas. Il a l'expérience de la hauteur de vue, puisqu'il est ancien pilote de chasse, ancien officier pilote de chasse, et il connaît à la fois l'importance de voir loin, vite, mais en même temps très près, parce que pour décoller et pour atterrir, il faut être aussi très près du sol. Donc, j'ai été interpellé en parlant avec lui de sa conception de la puissance et de la fragilité, puisqu'on a parlé beaucoup depuis ce matin des grands problèmes qui relèvent aussi de la fragilité. Et finalement, cher Dominique, après la vidéo, c'est toi qui nous diras quelles sont, selon tes analyses, les sources d'un possible changement de paradigme et une conscience de l'urgence, oui, mais avec les forces possibles pour changer les choses. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vais prendre du temps pour suivre ce qu'a dit Charles Benoît tout à l'heure et je vais vous proposer quelque chose. C'est de fermer les yeux, ou pas, si vous le voulez, de porter votre attention sur la respiration et juste d'écouter le petit poème que j'ai à vous dire, qui est un poème que j'aime bien depuis j'ai 17 ans. Il n'y a pas d'auteur, c'est un poème que j'ai découvert en faisant mes études en langue et civilisation chinoise. Mais juste pour que le temps se réinstalle là dans ce qu'on est en train de faire ensemble. Sinon, on va continuer à accélérer les uns avec les autres. Le poème est assez simple.
Je travaille quand le soleil se lève, je me repose quand il se couche. Pour manger, je cultive mon champ. Pour boire, je creuse mon puits. Peu m'importe la puissance de l'empereur. Je vous laisse respirer avec ça. Il n'y a rien de très révolutionnaire, y compris dans peu m'importe la puissance de l'empereur. Et tout est révolutionnaire dans cette dernière phrase, qui est en fait ce vers quoi va nous amener la paix économique. Une seule question, à quoi je veux contribuer? Ça, c'est un exercice incroyablement difficile. Contracter, nous dit l'entreprise qui nous aide à la faire, en 1 minute 30, ce qui en a fait 4,50, 20 ans de travail, c'est quasi injouable. Ce qui fait que quand je l'écoute, à chaque fois, je me dis, mince, comment je vais faire? Parce que chaque mot demande un développement gigantesque. La première chose que je voudrais vous partager, c'est, s'il vous plaît, n'entendez pas que paix économique arrive après la guerre, ou que paix économique serait moins important de la guerre. Je vais prendre un exemple. J'ai participé à une conférence pour l'UNESCO dans les 2 jours passés. Et cette conférence a démarré avec une responsable qui nous disait combien elle était heureuse, et c'est très bien, d'avoir autour d'elle, sur la culture de paix, tout un ensemble d'ambassadeurs. Et elle nous disait, on a des ambassadeurs politiques, on a des ambassadeurs dans le monde sportif, on a des ambassadeurs dans le monde culturel, dans le monde artistique, etc. etc. Et tout à coup, je me suis dit, il est où l'ambassadeur dans le monde économique, là? Parce que ce qui sous-tend les guerres, quelles qu'elles soient, vous pouvez le tourner dans tous les sens. En dessous, c'est une problématique économique. À la fin, c'est une problématique économique. Quand est-ce qu'à un moment donné, on va poser sur la table, excusez-moi, je vais être polémique, qu'il n'est pas possible qu'un seul être humain dans notre pays reçoive une prime de 38 millions alors que ça fait 10 ans qu'il gagne 20 millions par an, et que cette prime représente 1586 années de travail de son ouvrier le moins payé. C'est pas possible. Donc n'entendez pas dans paix économique quelque chose qui serait sympathique et qui serait alternatif ou plus loin que la question de la guerre. Quand en 2008, avec un collègue, on s'est décidé à le poser, ça a été parce qu'on s'est dit on en a marre d'entendre dans une business school qu'on ne forme nos futurs leaders qu'à la guerre économique. Et que cette guerre va nous emmener à la guerre. En 2008, je peux vous assurer que pendant des années, on s'est fait rentrer dedans de façon très virulente. En fait, jusqu'au démarrage en Ukraine. Parce que quand tout à coup ça se rapproche de nous, là, les guerres qu'il y avait en Afrique, tout ça, pas grave. Quand le repas est terminé, on passe à autre chose. Quand elle commence à s'approcher d'Ukraine, ça devient plus compliqué. Et là, je me suis fâché. Quand un monsieur m'a écrit en me disant « finalement, peut-être que vous aviez raison ». Et ma réponse était liée « Raison ? Mais qu'est-ce que je me contrefous d'avoir raison ? Est-ce qu'il faut encore une fois qu'on cogne la tête dans le mur ? Alors pour le coup, c'est aussi l'ancien militaire qui parle. Est-ce qu'il faut encore une fois que la souffrance, on la prenne là, en plein visage, pour décider de faire quelque chose ? Je reviens à l'économie. Aujourd'hui, le système économique, et merci Vincent d'avoir corrigé cette petite phrase puisque je vais pouvoir la reprendre, est devenu complètement hégémonique. Dit autrement, si je reprends certains mots de mon voisin, la petite maison qui est l'économie s'est mise au-dessus de la grande maison qui est le vivant et lui a dit « je vais te dominer ». Quoi qu'il se passe aujourd'hui, les humains, les animaux, l'eau, la terre, la planète, l'espace, tout a été mis sous le versant économique. Vous n'avez plus une décision qui n'est pas prise sur son plan économique. Et puis si je revenais aux questions d'armement, puisqu'on sait aussi là où on est aujourd'hui, on sait aussi, si je rejoins ce qui a été dit juste avant moi sur les traités, on voit bien que finalement ceux qui produisent l'armement ont du mal à les signer. Ils n'ont pas du mal à les signer parce que c'est juste quelque chose d'idéologique. Ils ont du mal à les signer parce que derrière, il y a une sacrée dimension économique qui est en jeu. Si vous avez fait attention dans les derniers mois, une des grosses informations sur notre économie, et ça semblait fabuleux pour beaucoup de gens, c'était le triplement de la production de bombes. Et là aussi, l'ancien militaire se dit « je ne suis pas dupe, bien sûr, sinon je n'aurais pas fait ça. Bien sûr que je fais partie des gens qui disent « nous avons besoin d'un système de défense ». Mais je fais partie des gens qui disent « c'est un système de défense pour lequel il ne faut pas être dupe ». Et bien dans l'économie, c'est la même chose. On a en France une école de guerre économique avec laquelle on a tenté de travailler un sacré paquet de fois et qui à chaque fois nous a répondu par une moquerie. En disant, mais votre truc de la paix, là, votre truc, le truc de bisounours, là. Vous avez dû l'entendre dans la vidéo. Il est, à mon sens, bien plus dur de s'engager pour la paix. Ça demande une puissance de feu pour le terrain militaire bien plus grande, une capacité de confrontation bien plus forte, pour une raison majeure, c'est que celui qui est en face, vous ne pourrez pas le tuer. Lui pourra, puisqu'il est dans la guerre. Mais vous ne pourrez pas, parce que vous savez que si je tue un humain, vous vous êtes tué au moment où vous le tuez. C'est pas possible. Eh bien, la guerre économique produit les mêmes types de morts. Un jour, quelqu'un a fait un post
sur la question de la guerre économique, et son post sur LinkedIn démarrait en disant « La guerre économique, c'est cette guerre qui ne tue pas ». Je peux vous assurer que ça m'a fait devenir tout rouge. Comment ça, cette guerre qui ne tue pas? Combien de suicides? Et comment ils augmentent pour le docteur en psychologie que je suis depuis les 20 dernières années? Dans le milieu des années 2010, dans les colloques internationaux de psycho, était évoqué le fait qu'à partir des années 2020, le suicide, la dépression, le burn-out seraient les éléments majeurs de la dégradation des conditions de vie à travers le travail. Combien de morts à cet endroit-là? Combien de déplacements de population? Combien de dégradations de l'environnement? Combien de crises internationales liées à la problématique économique? Vous allez voir, quand le Mercosur va ressortir bien fort, qu'est-ce que ça va générer comme conflit? Combien, pour prendre un exemple décalé, de petites entreprises qui disparaissent parce qu'elles sont fournisseurs d'un géant et que le fournisseur se contrefout de la vie des quelques salariés? Et la pression, parce que c'est une question de marge, va venir écraser jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Je rebascule sur le versant positif. La paix économique, c'est quoi? C'est quelque chose qui dit « ça n'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien ». Je le redis, c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. Il faut arrêter de simplement penser la régulation du conflit, on en a besoin. Il faut réfléchir à la réduction de la souffrance, c'est une certitude, mais la réduction de la souffrance n'est pas sur le même continuum que l'élaboration du bien-être. Les deux sont nécessaires. Si on n'en pense qu'un, et le monde occidental a tendance à ne penser que celui-ci, alors l'autre ne se développe pas. Et vous le savez comme moi, puisque ni vous ni moi n'avons jamais été éduqués à cette question du bien-être. Je vais bénéficier de mon temps pour une petite anecdote drôle, pour vous montrer à quel point, puisque c'est de ça dont je suis en train de parler, notre paradigme économique, je dis le nôtre parce qu'il a été plutôt occidental et maintenant il est totalement globalisé. Combien est-ce qu'il nous a totalement imprégnés, au point que l'ensemble de notre vie est déterminé par lui. Par lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire un monde que l'on voit comme étant un objet d'exploitation, dans lequel il faut que je sois performant et que j'atteigne quelque chose, et si je ne l'ai pas atteint, alors c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, au lieu d'un monde qui est sujet de relations. Pourtant, vous savez comme moi, on est tous à peu près d'accord aujourd'hui, puis plein de chercheurs l'ont montré dans des champs différents, que la vie est d'abord interconnexion. Donc à partir de gens qui sont d'accord que la vie est interconnexion, nous avons quand même réussi à créer un modèle dont le seul objet, c'est la finance, et pas le lien. Le petit exemple que je voulais vous donner est le suivant. Souvenez-vous quand vous étiez à l'école maternelle. Vous y arrivez la première journée, c'est super, pendant un an, vous avez un an, c'est vraiment bien. La deuxième année, ça fatigue. La troisième année, les parents vous disent « T'inquiète pas, accroche-toi, quand tu seras à la grande école, ça ira mieux ». Ça dit quoi, ça? Ça dit la vie ne se vit pas maintenant, elle se vivra bien un petit peu plus tard. Puis vous arrivez à l'école primaire, première année, deuxième année, ça va bien, milieu, troisième année, ça va moins bien. Accroche-toi quand tu seras au collège, tu verras, c'est la grande école, ça ira beaucoup mieux. Papa, accroche-toi quand tu seras au lycée, tu vas voir, ça c'est top. Accroche-toi quand tu auras ton bac. Bon, tu as ton bac, calme-toi, accroche-toi quand tu auras un job. Tu as ton job, attends un petit peu, il y a la période d'essai, il ne faut pas s'emballer. Tu as passé ta période d'essai, si vraiment tu veux des responsabilités, accroche-toi, essaye de ne pas trop faire de vagues, et tu verras, ça ira mieux plus tard. Puis je vais profiter de ça, parce qu'on est dans une assemblée avec des poils blancs, je vais le dire comme ça. Si tout ça se passe bien, arrivé vers 50, 55, il y a une petite phrase qui passe là-haut qui dit « Allez, accroche-toi, encore quelques années, tu seras à la retraite ». Et pour ceux qui le sont, vous savez que c'est faux. Parce qu'une fois que je suis à la retraite, je me dis, je vais vous donner la phrase de Groucho Marx, je la trouve désespérante et très drôle. Groucho Marx disait, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Il s'est passé ça. Il s'est passé un ancrage de notre paradigme économique qui nous a fait croire que si on passait notre temps à vouloir atteindre quelque chose, une performance la plupart du temps, alors la vie deviendra meilleure. Mais on n'atteindra rien. Et dans cette question de la paix économique, l'objet, pour ceux qui penseraient utopie, n'est absolument pas d'atteindre. Je n'ai pas l'intention, moi, d'être celui qui va réussir à diffuser, qui va réussir à convaincre la planète. Par contre, j'ai une intention. Une intention avec la paix économique, c'est réellement celle de se rendre compte qu'il n'y a pas nécessité à atteindre quoi que ce soit. Il y a à se poser la question du matin, qu'est-ce que je veux faire? J'ai retrouvé mon fil. À ceux qui doutaient, très souvent, quand les gens doutent, ils viennent à nous en disant « Non, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Ça ne marche pas. Regarde comment les gens sont agressifs. » Dit autrement, l'homme est un loup pour l'homme. Vous savez que ni Hobbes ni Plaute n'ont jamais dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Je vais parler que de Plaute pour gagner du temps. Plaute, auteur de comédie romaine dans la Rome antique, fait dire à un de ses personnages dans une pièce qui s'appelle Asinaria « L'homme est un loup pour l'homme, virgule, qu'il ne connaît pas ». Ça me va bien, de savoir que j'ai en moi un système qui garde une forme d'alerte, qui dit « Quand tu croises, fais attention ». Et la phrase suivante de Plaute, c'est de dire
Et le meilleur moyen qu'il a d'entrer en relation, et je vais le dire avec ce geste-là, c'est de faire commerce. Commerce au sens le plus large. Échanger, parler, discuter, rencontrer, vendre. Et se faire commerce, c'est ça notre vie d'être humain en fait. C'est pas d'être agressif par nature, c'est d'être en lien par nature. Et l'idée de la paix économique, c'est comment fait-on de manière très concrète pour amener, je vais terminer avec deux exemples ou 3 exemples, pour amener des entreprises à faire des choix comme ceci. Premier choix d'une entreprise l'année dernière, 3 millions de bénéfices, décision de ne rien verser aux actionnaires qui l'acceptent, de partager en 2 les bénéfices, la moitié pour de l'investissement, la moitié répartie sur les 250 salariés à part égale. Autre exemple, et ce sera le dernier, comment fait-on pour faire passer une culture achat dans les entreprises? S'il y a des acheteurs dans la salle, vous savez à quel point c'est une culture qui est rude, c'est une culture qui est violente, surtout pour les petits acteurs. Comment on fait pour passer d'une culture de cost killer à une culture d'achat pacifié? C'est-à-dire une entreprise, pour prendre un exemple concret, qui décide un jour de créer une convention et qui dit à ses futurs fournisseurs, pendant 1 mois, nous allons travailler ensemble pour faire connaissance et pour voir si nous sommes capables de créer de la valeur ensemble. Dans 1 mois, si nous n'avons pas réussi à signer cette convention sur comment créons-nous de la valeur ensemble, nous ne serons pas clients fournisseurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Pardonne-moi, c'est parce que je pensais à ton train. Et c'est tout à fait passionnant. Nous sommes vraiment dans le domaine. Alors, le 4e intervenant, à sa gauche, Jacques Bordet. Jacques Bordet, pour dire l'essentiel, il vient du monde de la recherche scientifique et il va évoquer avec nous la contribution que la science peut apporter à la construction d'une paix durable. Il va nous parler aussi de diplomatie pour la paix. C'est très intéressant. C'est un domaine tout à fait particulier, donc de la diplomatie scientifique. Alors, Jacques, nous sommes heureux de t'entendre. Merci Vincent. D'abord, je voudrais remercier mon voisin pour avoir dénoncé l'hégémonie économique. Cette hégémonie économique, moi je l'ai ressentie aussi dans le domaine de la recherche, avec les priorités de recherche qu'on voulait avoir, et les industriels qui en voulaient d'autres pour d'autres raisons. Pour eux, ils voulaient de l'innovation qui soit rentable, et le fait que les innovations ne sont pas tous des progrès, ça leur était totalement indifférent. Toutes les innovations étaient bonnes à partir du moment où elles servaient l'économie et les bénéfices. Voilà. Donc, veillons à avoir des innovations qui soient des progrès et qui soient dues effectivement à de la recherche. Merci d'inviter la recherche, puisqu'effectivement, il y avait éducation, économie, et j'ajoute le mot recherche, parce que dans cette journée sur les périls planétaires, la recherche a été lancée il y a quelques siècles, justement pour protéger l'homme des périls naturels, des périls planétaires et naturels. Et aujourd'hui, il a donné tellement de pouvoir, la science a donné tellement de pouvoir aux hommes qu'il a à faire face à des périls dus à l'homme. Le général Lorlin a rappelé que le premier était effectivement le péril de l'arme nucléaire, qui est dû en 1954 à l'invention de la bombe H, finalement, où l'homme peut, pour la première fois, s'anéantir lui-même et anéantir toute l'humanité. Donc ça a été un choc, ce péril-là, en 1954, que les scientifiques ont réalisé qu'il pouvait être la source de la fin de l'humanité, alors que leur métier, leur cœur de métier, c'est d'améliorer l'avenir de l'humanité. Et donc, ils ont pris conscience qu'il y avait urgence à agir, qu'il fallait dépasser les intérêts nationaux des États, parce que l'avenir de l'humanité, c'était plus important que l'intérêt national. Ces scientifiques ont mis en place une collaboration internationale, mondiale, y compris avec les pays en conflit. Et le but était de diminuer le risque d'un mauvais emploi par les politiques des découvertes qu'eux-mêmes avaient faites, à commencer donc par les armes nucléaires. Ils ont constaté que quand la discussion entre diplomates est bloquée, c'était le cas pendant la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, par exemple, et que la discussion entre scientifiques peut continuer, et parce qu'elle a des caractéristiques très différentes de la discussion entre les diplomates. Les diplomates, ils sont prisonniers de ce qu'on leur a dit de dire. Ils sont les porte-parole des chefs d'État, de la vision des chefs d'État, et vision qui peut exprimer des réalités très différentes, des vérités très différentes selon les idéologies, selon les objectifs des chefs d'État. Il n'y a qu'à voir Poutine et Trump, hein, ça a été rappelé aujourd'hui. Leurs diplomates deviennent des agents de propagande plutôt que des négociateurs. On le voit avec la Chine aujourd'hui. Ces ambassadeurs que l'on surnomme les loups guerriers,
et qui se comportent en gardiens de l'idéologie de leur maître, en influenceurs plus qu'en négociateurs. Ces diplomates ne peuvent donc pas installer la confiance nécessaire, on a parlé de confiance, la confiance c'est la base, à toute négociation vers un objectif commun, vers une réalité future commune. Les scientifiques, quant à eux, ils sont d'abord libres de leur parole, ensuite, ils sont par profession soucieux du respect de la vérité, ils travaillent pour l'avenir de l'humanité et non pour des intérêts de pouvoir personnel, ils dialoguent dans un climat de confiance, voire même amical. Souvent, ils ont créé des amitiés. Les discussions entre scientifiques pouvaient donc conduire à des propositions technologiques communes pour contrôler mutuellement les armes de destruction massive, à conduire à des propositions qui soient acceptables par tous, par les politiques des deux pays. Et ceci a conduit à la création en 1957, dans la petite ville de Pugwash au Canada, pour ça que le mot Pugwash apparaît, d'un mouvement mondial de scientifiques, et il s'appelle les conférences Pugwash pour la science et les affaires mondiales. Conférence internationale Pugwash. Et la méthode de Pugwash est ce qu'on appelle la diplomatie scientifique. Elle cherche à convaincre les politiques des États en conflit qu'ils peuvent avoir confiance dans les solutions qu'ils proposent, car elles sont élaborées en commun. Je ne vais pas faire l'histoire de Pugwash ici, mais je veux signaler aussi un autre groupe qui a fait un petit peu dans le même esprit, qui a été constitué en 1980 par les médecins, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Et donc le but était d'alerter sur les impacts humanitaires qu'aurait une guerre nucléaire, les impacts sur la santé, et puis les irradiations d'une guerre nucléaire. Ces deux associations ont été récompensées par les prix Nobel de la paix en 1985 et en 1995, mais malgré leur succès, on constate qu'aujourd'hui, le désarmement nucléaire total n'a pas eu lieu, et comme l'a rappelé Marc, on en prend en fait le chemin inverse. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques n'écoutent pas beaucoup les scientifiques, que quand ça les arrange, et pour des raisons électorales, ils ont tendance plutôt à écouter l'opinion publique que la vérité scientifique. Un mouvement de citoyens s'est constitué aussi, il y a une quinzaine d'années, de citoyens bien informés sur les désastres humanitaires de la guerre nucléaire, justement par l'Association des médecins, sur les risques humanitaires et des armes nucléaires. Ce groupe mondial ICANN, dont on a parlé aujourd'hui, a dit haut et fort aux politiques qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires sur notre planète. Et finalement, leurs arguments ont porté leurs fruits. Ce mouvement, donc, je ne répète pas tout ce que ICANN a réalisé, l'histoire du TIAN, ce TIAN qui est entré en vigueur et où les États dotés d'armes nucléaires ne participent pas et le boudent vraiment. Donc, on constate que l'ONU, qui a fait une place aux organismes non gouvernementaux, à l'humanitaire, avec d'autres filiales comme l'OMS, etc., qui sont de l'ONU. Donc il y a une place au sein de l'ONU. L'ONU s'en occupe. Et là, je parle sous le contrôle de Chloé, s'il est encore là, spécialiste de l'ONU. Eh bien, l'ONU a fait très peu pour la paix et pour le désarmement, en fait, depuis que l'ONU existe. Je reviendrai à la fin. Il n'empêche que ce vote du TIAN, effectivement, a permis à des citoyens d'alerter d'autres citoyens qui ne sont pas ou peu informés par leurs dirigeants, surtout dans les États dotés d'armes nucléaires. Et c'est un exemple de ce que j'appelle la diplomatie citoyenne, multilatérale, où ce sont des citoyens qui ont pris conscience que les relations avec d'autres pays ne doivent pas verser dans la barbarie. Donc je sors de la diplomatie scientifique pour parler d'une diplomatie citoyenne. Il y a beaucoup d'ONG qui font ça, finalement, issues de la société civile. Elles sont dues souvent à une personne qui a pu fédérer suffisamment de monde pour avoir un poids international, personne convaincue elle-même tellement qu'effectivement, il fallait agir. Et c'est une action qui est aussi complémentaire de la diplomatie scientifique et qui fait beaucoup plus que la diplomatie d'ambassade. Donc des citoyens de nationalités différentes qui ont de bonnes relations entre eux deviennent ainsi des cellules diplomatiques élémentaires que j'appelle des cellules de paix. Le citoyen tout seul est une cellule de paix, s'il est convaincu de tout ce que vous avez dit sur les raisons de vivre en paix. Bon, si on veut parler de diplomatie pour la paix, il faut qu'on définisse un peu mieux le concept de paix, qui est beaucoup plus large que la définition étroite
qui réduit la paix à un entre-deux-guerres. Et on peut parler de la paix selon la taille des populations. Vous avez parlé d'échelle de territoire, ça revient un petit peu au même. Et il y a la paix de l'individu, qui est la cellule, je reviens à la cellule élémentaire de paix. Il faut que chacun ait une paix intérieure aussi pour pouvoir être en paix avec les autres. Puis après, il y a la paix au niveau du groupe élémentaire d'individus, famille, village, région, c'est-à-dire savoir construire des relations paisibles avec des proches, c'est ce qui a été aussi indiqué précédemment. Puis on arrive au niveau national, avec les règles de l'état de droit, ou avec des dictatures qui arrivent à assurer la sécurité intérieure pour éviter les guerres civiles. Et puis le niveau mondial, avec la cohabitation pacifique et harmonieuse des pays, alors que ce qu'on constate aujourd'hui est plutôt une cohabitation hostile et un monde fortement divisé. Donc on a une sorte de structure fractale de la paix, une structure en poupée gigogne, avec des interactions entre chacun des niveaux, et dans les deux sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. De l'individu à la société, il faut se sentir en paix pour interagir sereinement avec les voisins, avec les autres. La paix civile, avec la paix entre pays, on a souvent vu dans l'histoire des difficultés intérieures de pays qui essayaient d'être résolus par le dirigeant en déclenchant des guerres avec d'autres pays. Ça, réciproquement, à contrario, on peut penser qu'un pays prospère, démocratique et avec un peuple heureux sera moins enclin à risquer la vie de ses citoyens. Deux pays peuvent ne pas être en guerre et néanmoins ne pas vivre réellement en paix. On distingue ainsi la paix positive de la paix négative. Par exemple, la paix négative de la guerre froide. Comme son nom l'indique, la guerre froide n'est pas la paix, car vivre avec l'équilibre de la terreur, c'est vivre dans la terreur de l'emploi de l'arme nucléaire, c'est vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, menaçant la destruction mutuelle assurée, et ça n'est pas vivre en paix. Enfin, de la paix entre États ne découle pas forcément la paix mondiale. La guerre n'est plus forcément une guerre entre États, on n'est plus westphalien, comme ça a été dit, et il y a des guerres entre groupes sociaux de différents pays, et la paix mondiale, en plus, peut être menacée par d'autres acteurs que des terroristes ou des groupes sociaux, même par des acteurs supranationaux. Maintenant, les États sont relativement faibles par rapport, aux GAFAM, mais à certains acteurs qui sont supranationaux. Les guerres civiles ont souvent une origine internationale, et la frontière entre paix et sécurité est de plus en plus poreuse, comme on le voit avec les groupes terroristes internationaux. Défense nationale et sécurité intérieure, l'armée et la police, ce sont des notions qui se mélangent maintenant, se superposent de plus en plus. La notion de sécurité elle-même est très multiforme, que ce soit la sécurité physique des personnes ou la sécurité judiciaire du haut droit. Donc le concept large de la paix positive est de voir la paix comme une absence de menace. C'est ça l'idéal, c'est qu'on ne se sente pas menacé. Et l'intensité des menaces qu'on peut ressentir provient des armes disponibles autour de soi. Il faut donc analyser quelles sont les armes employables et la nature des guerres qu'il faut redouter. Et là, j'en viens à une autre notion qui a été évoquée aujourd'hui, c'est la notion de guerre hors limite, de guerre hybride. La nature des guerres a profondément changé. Elle dépasse largement les guerres westphaliennes sur le champ de bataille entre militaires. Maintenant, l'état de guerre a investi presque tous les domaines de l'activité humaine. Dans leur livre de 1999, La guerre hors limite, les deux stratèges chinois, Liang et Zhang Shui, recensent 24 types de guerres, que Thomas Gomard, aussi dans son livre, appelle les guerres invisibles. Ces différents types de guerres sont dans le domaine militaire, avec toutes les nouvelles armes, mais aussi dans le domaine non militaire, avec la guerre économique, financière, on en a parlé, commerciale, sanitaire, la guerre des ressources alimentaires et minérales, la guerre cyber dans le numérique, la guerre médiatique et de l'information, la guerre idéologique et culturelle, la manipulation des esprits, tout ça donne un climat de guerre. Tous les secteurs de l'activité humaine maintenant peuvent donner lieu à devenir des armes avec des rapports de force. Tous ces types de guerre peuvent en tout se combiner sous des formes hybrides et donner une infinie variété de tactiques. On l'observe actuellement en Ukraine et puis on l'observe aussi dans ce qu'on appelle l'arsenalisation du monde. Ça peut nous faire vivre au milieu d'une infinité de menaces de la part de tous et envers tout le monde.
ce serait vivre, si ça se développe comme ça continue comme maintenant, ce serait vivre en permanence sur le pied de guerre, ce qui serait l'exact opposé de vivre en paix. En outre, ces guerres invisibles peuvent donner lieu à des guerres militaires visibles et dégénérer en guerre militaire. Donc, on est dans cette situation où il faut trouver des recettes pour la paix. On en a évoqué quelques-unes aujourd'hui. On a évoqué le droit international, j'y reviendrai. C'est loin d'être la solution déjà trouvée. Pour avoir la paix, en fait, les États ont dans le passé privilégié le meilleur rapport de force pour gagner en cas de conflit. Ils ont appliqué le vieil adage romain, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Cette recette pour la paix se montre totalement inadaptée à toutes les guerres hors limite dont j'ai parlé. Mais c'est la seule recette qu'on connaisse. On l'applique depuis 2000 ans et on a toujours eu des guerres. Elle n'a fait que générer l'escalade de l'armement jusqu'à son paroxysme, qui est la dissuasion nucléaire. Si on veut inventer des mécanismes plus robustes que l'adage romain, il faut étudier systématiquement les sources de conflits, les désamorcer et faire confiance à des systèmes de production, de protection, dont on sait qu'ils amorcera les menaces. Donc, dans un état de droit comme la France, il y a des systèmes de protection de droit auxquels on fait confiance, mais on ne connaît pas de solution très robuste pour pérenniser la paix. On ne sait même pas s'il en existe. C'est là où je dis qu'il faut mettre d'urgence la recherche scientifique à contribution. La recherche contribue à l'amélioration des armes. Elle devrait plutôt inventer des armes de paix plutôt que des armes de guerre. Des technologies qui désamorcent les armes économiques. Dans l'IA, on peut imaginer que l'IA soit conçue différemment. Toutes les disciplines de la recherche seront donc convoquées si on pense au sanitaire, cyber, spatial, informationnel. Et donc, pour identifier ces sources de conflit, il faut lancer un grand programme de recherche. Il y a des instituts de la paix dans d'autres pays. En France, on n'a que des war studies et on ne fait que faire la recherche de la paix en coopérant avec des militaires. Donc c'est à nouveau chercher de nouvelles armes. Donc beaucoup de recherches sont à faire dans les domaines interdisciplinaires, les sciences du comportement. On peut penser en neurosciences avec les mécanismes d'empathie, d'agressivité. On peut penser à l'informatique et à l'intelligence artificielle. On peut penser à la physique, la chimie, la biologie. Il y a la biologie du pouvoir, les sciences de l'environnement. Mais c'est effectivement principalement dans les sciences humaines et sociales qu'il y a le plus à faire, puisque la paix, c'est une question de l'homme, et dans la tête de l'homme, comme c'est dans la charte de l'UNESCO. Et donc toutes les disciplines de sciences humaines et sociales, pratiquement, doivent être convoquées. La philosophie de la violence, problème d'éthique des armes, éthique des sciences, ça en fait partie. Il y a la sociologie, la façon de vivre ensemble, l'histoire et l'anthropologie, comment les ressources minérales et l'eau ont créé des guerres dans le passé, la politique et la géopolitique, bien évidemment, les sciences de l'éducation. On a parlé d'éducation, mais je pense que dans les sciences d'éducation, il y a effectivement tout un tas de représentations de la guerre qu'il faut changer un petit peu. Les sciences de la communication et de la linguistique, communication bienveillante, c'est intéressant. La linguistique, on parle dans le langage, il y a des expressions néfastes. Peut-être qu'il faut faire pour la guerre et la paix un peu le même ménage qu'on a fait pour la langue et les effets de genre. On peut penser, mutatis mutandis, qu'il y a sur la paix le même toilettage à faire que les mauvaises expressions de genre. Jacques ? Oui, quelques secondes. 30 secondes. Bon, donc le droit international, j'y reviendrai pas, on en a beaucoup parlé. Le droit n'a pas résolu la quadrature du cercle entre la souveraineté nationale et puis la façon des instances pour résoudre les problèmes mondiaux. Bon. Donc je ne reviens pas sur les problèmes de l'ONU et du passage du multilatéral aux problèmes de sécurité individuelle. Donc, ce que j'ai dit, oui, 10 secondes, je finis. Les États, tout ce que j'ai dit sur les diplomaties scientifiques et les diplomaties citoyennes sont plus que jamais nécessaires, vu les armes scientifiques et vu les problèmes politiques. Et les États et leurs dirigeants sont trop enclins aux guerres pour affirmer leur pouvoir. On connaît la phrase « l'État fait la guerre et la guerre fait l'État ». Et moi, je la changerais en disant
pour la société civile qui aspire à la paix parce que la guerre a détruit la société. Je dirais plutôt la société fait la paix et la paix fait la société.